Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Paralysie de l'administration publique en général dès la semaine prochaine. Que se passe-t-il au Bénin? Pourquoi tant d'annonces de grève? Nous tenterons d'analyser dans un instant les tenants et aboutissants de ces différents mouvements qui s'annoncent dans notre pays. Et les acteurs de la justice et les 6 centrales syndicales seront également à l'Assemblée nationale pour un sitting ce matin. Ils revendiquent le retrait de la loi qui interdit le droit de grève à certains fonctionnaires. Nous en parlerons dans le débat avec Marcel Roueto, directeur de publication du quotidien en ligne 24 heures au Bénin. Il sera avec Kader Achirou qui nous présentera la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadia Djiwan, chers amis internautes, bonjour à la une des quotidiens ce jour. Nous avons l'avalanche de grève dans le secteur de l'administration publique béninoise et nous avons également les décisions issues du conclave gouvernemental effectué hier. Le journal sera présenté ce matin par Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Nadège. Ce matin, tous les regards seront tournés vers l'Assemblée nationale parce qu'il s'agira de voir exactement comment ça va se passer avec les syndicalistes qui décident de faire un sitting. Et déjà, la même actualité a retenu l'attention du gouvernement hier, étant donné que le point de presse du conseil, à l'issue du Conseil des ministres, s'est spécialement accentué sur les stratégies que le gouvernement met en place pour pouvoir essayer d'atténuer les effets des grèves qui sont annoncées pour la semaine prochaine. Dans un instant, donc, avec vous, le bulletin d'information et puis la virgule sportive. Avec Larios Adjagbeno, nous vous donnerons l'agenda sportif du week-end et puis il nous dira qu'en volleyball, le comité exécutif de la Fédération béninoise va changer de tête d'ici demain. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kader Achirou, à nouveau, bonjour. À nouveau, bonjour Nadia Djiwan, chers amis internautes. À nouveau, bonjour. Nous démarrons par le quotidien Fraternité qui affiche en manchette santé publique, le gouvernement en guerre contre le tabac vers la ratification du protocole de Séoul. Toujours avec Fraternité, intégralité de la dernière proposition de loi portant charte des partis politiques au Bénin. C'est à découvrir dans les colonnes du journal aux pages 4, 5 et 6. Libération, signature de la convention entre le Bénin et le port d'Anvers. Faire du port de Cotonou le plus performant de la sous-région, c'est l'objectif du gouvernement. Autant éviter le dilatoire afin d'optimiser la rentabilité des ressources portuaires. Kini Adrien Mbedji au sujet de la suppression du droit de grève à certains fonctionnaires. C'est à raison des abus, déclare le président de l'Assemblée nationale. La décision de la Cour constitutionnelle est vivement attendue. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur affiche ce jour en manchette. Assemblée nationale, présentation de vœux, tout comprendre des dernières actualités à la page 2. Toujours avec le quotidien L'Informateur. Université d'Abomey-Calavi, symposium international sur le vaudou au Bénin. Le LARED pose les jalons d'une religion endogène au service du développement. Toujours avec le quotidien de L'Informateur. Conseil des ministres du 11 janvier 2018, l'AOF de 7 ministères adopté. Le grand matin, grève des magistrats, grève dans les hôpitaux et autres secteurs de l'administration publique. Les syndicats abusent de leurs droits. Les populations font les frais. Les citoyens et autres syndicats soutiennent la position du gouvernement. Le président Adrien Mbedji justifie le vote
de la loi. Le télégramme, grève d'investissement de 112 heures à compter du mardi prochain. Le Fonds d'action des syndicats de l'éducation met la pression sur le gouvernement, toujours avec le télégramme. Compte rendu du Conseil des ministres tenu hier. Nazer Ounonkwe et Yaya Soumaïla, directeur général et directeur général adjoint de la police républicaine. La Nation, promotion des investissements, un nouveau dispositif adopté. À découvrir dans les colonnes du journal en page 4, le compte rendu du Conseil des ministres. Le matin libre, illégale répartition de la richesse nationale. Les politiciens prennent le pays en otage, toujours avec le quotidien Matin Libre. Supposée confidence du député Mitopé, à découvrir dans les colonnes du journal comment le député Arossi déshabille le président Adrien Humbedji. L'économiste, promotion des investissements du Bénin, de nouveaux dispositifs innovants adoptés. Nous passons au quotidien Le Béninois Libéré, conflit exécutif, Cour constitutionnelle et Parlement. On sait maintenant la raison, à voir à travers la caricature ci-après, le refus d'Adrien Humbedji d'introduire une loi au profit d'anciens présidents d'institutions du Bénin. L'autre vision, révélation des derniers rapports du FMI, l'économie béninoise dangereusement enrhumée avant 2016. Les réformes du président Patrice Talon, solution adéquate pour la réduction de la pauvreté. Le potentiel, la campagne de dénigrement contre la gestion déléguée du port autonome de Cotonou, l'acte nauséabond des syndicats sevrés. L'argent sale ne pourra plus atterrir dans leur poche. Nous restons avec le potentiel. Construction du port en eau profonde de Semek-Podi, la commission Kouglenou passe à la vitesse supérieure. Tout se précise pour la concrétisation du programme d'action du gouvernement. La source de l'info pour finir. Nouvelle ossature du Conseil supérieur de la magistrature vers la disparition du principe de séparation des pouvoirs. C'est une inquiétude du confrère. Et toujours avec la source de l'info. Préparation des élèves du OBPC et au baccalauréat. Désormais un seul examen blanc par département. Les apprenants ne doivent pas payer plus de 100 à 150 francs CFA pour y participer. Merci à vous, Kader Achirou. Nous passons au bulletin d'information. Une présentation de Carles Kitome. Chers amis internautes, bonjour. Le Conseil des ministres est tenu ce jeudi 11 janvier 2018 sous la présidence du président Patrice Talon. À l'issue du point de presse, à la fin de ce conseil, le ministre de la Justice, Joseph Tchogbenou, a éclairé l'opinion publique sur les stratégies du gouvernement pour contrer les grèves perlées qui s'annoncent dans l'administration publique pour la semaine prochaine. Avalanche des syndicalistes sur le Parlement ce jour. À la suite du syndicat des magistrats, les travailleurs de la justice, les travailleurs du port autonome de Cotonou et toutes les centrales syndicales seront en sitting ce matin à l'hémicycle. Ils réclament le retrait pur et simple de la loi qui ôte le droit de grève à certains fonctionnaires de l'État. Les travailleurs du port autonome de Cotonou ont tenu ce jeudi 11 janvier 2018 une assemblée générale dans la cour du ministère des Transports et des Infrastructures. Ceci pour exprimer leur opposition à la gestion de la plateforme portuaire par un mandataire. Hubin Kanlissou, le secrétaire général du syndicat des travailleurs du port autonome de Cotonou, explique la position de son mouvement. Bientôt, ils vont dire que le port est un secteur sensible, que vous ne pouvez plus aller en grève. Les députés qui sont à la solde du gouvernement, qui sont à la solde du président, vont voter encore une fois pour dire que les travailleurs du secteur portuaire ne doivent pas aller en grève. Donc, ce qui va se passer, ce n'est pas seulement la santé, ce n'est pas seulement la justice. Les enseignants ne pourront plus faire de mouvement. Nous allons travailler au Bénin comme des esclaves. Nous allons travailler au Bénin comme des esclaves. Vous allez prendre ce qu'on vous donne, vous prenez ou bien vous partez. Vous n'avez pas même le droit de revendiquer quoi que ce soit. C'est la situation des camarades. Alors nous sommes venus vous voir juste pour vous consulter et avoir vos propositions, si ça concorde avec ce que nous avons comme stratégie, alors nous allons lancer ce que vous aurez proposé. Parce que nous ne sommes pas seuls, le SG vient de le dire. Il n'y a pas que l'aéroport. Nous travaillons aussi avec les autres confédérations. Avec toutes les 7, nous sommes ensemble. Donc, même demain là, nous serons où? Nous serons où? À Port-Nouveau,
l'opposition. Et la grève démarre le 16. Et le camarade qui a parlé nous a donné 12 heures pour élaborer notre stratégie. En principe, nous voulons arriver notre mouvement avec les autres confédérations du 16. Maintenant, ils sont déjà en avance. Il faudrait qu'on aille vite. Nous voulons votre détermination à soutenir le mouvement. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Il y aura votre leader. Je vous remercie. Le vaudou au Bénin dans le monde, fondement pour une tolérance religieuse et aspect touristique. C'est le thème de la conférence internationale organisée par la RAID dans la matinée du 9 janvier passé. Une organisation en collaboration avec le réseau bénino-togolais des recherches en sciences humaines et sociales, Rebetoche, et l'association des socio-anthropologues du Bénin, ASAB. C'est l'autre qui voit ce qui est sale. À un moment donné, ce qui est propre aujourd'hui deviendra sale. C'est clair. Hier, on portait des ventilos. Aujourd'hui, maintenant, on porte des choses plaquées. Quand tu portes ventilo, personne ne te regarde. Donc les choses, à un moment donné, tu dois connaître l'évolution de l'involution. Et c'est pour dire à celui qui dit que les vaudous oui, se vident de leurs adeptes, c'est déjà l'involution. Mais ceux qui connaissent l'involution vont connaître aussi d'évolution. Aujourd'hui, on fait des colloques partout. Je suis invité partout. Les gens, les vaudous sont invités partout. Vous pensez que c'était ça hier? Non. Il y a 20 ans, on ne parle pas des symposiums comme ça sur vaudou. Donc, vaudou commence déjà par connaître l'évolution. Et à un moment donné, toutes les religions que vous connaissez et qui sont révélées connaîtront aussi d'involution. C'est la vie. L'involution, l'évolution, c'est la vie. L'Égypte avait géré le monde à un moment donné. C'est-à-dire l'Afrique. À un moment donné, l'Afrique est gérée par les autres. C'est l'involution et l'évolution. On parle de sorcellerie dans... En réalité, la sorcellerie n'est que le côté défensif de toute chose qui existe. Chaque personne a un côté défensif. Vous prenez le lion, il a un côté défensif. Le chat a son côté défensif, le chien a son côté défensif. Vous-même, je crois que le Daloji a dit ça au pasteur, qu'il y a des gens qui viennent vers lui, il s'énerve, et peut-être il peut lui arriver même de donner un coup, mais que cela n'est pas écrit dans la Bible. Chacun a un côté défensif. Maintenant, toute chose est infiniment simple et infiniment complexe. Donc lorsque vous rentrez dans la complexité d'un certain nombre de phénomènes, vous appelez sorcellerie. Mais jusque-là, ça peut être aussi simple pour moi. Donc ce n'est pas évident que ce que vous appelez sorcellerie, je l'appelle aussi sorcellerie. Donc on en trouve d'ailleurs partout. Et aujourd'hui, c'est les églises qui comptent plus même de sorciers. Si vous cherchez à connaître la sorcellerie, vous vous approchez de moi. Je vous donnerai des choses à me poser sur les églises. Vous allez voir si ce que vous appelez sorcier ne se retrouve pas aussi dans les églises. C'est facile de trouver si on s'y connaît. C'est pour ça qu'il faut approcher les autres. Non pas en gardant son étiquette religieuse. Non. Quand quelqu'un vient chez moi pour connaître les choses, je l'ai dit, enlève d'abord ta chemise religieuse. À la sortie, tu reprends et tu pars avec. Et c'est en faisant cela que tu peux comprendre ce qu'il va te dire. Personne ne connaît en tant que tel le vaudou. Comment voulez-vous que nous jugions quelqu'un que nous ne connaissons pas? Comment voulez-vous, souvent on dit souvent, qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole, souvent on le dit. Mais nous péchons souvent de juger, de porter des appréciations sur des choses que nous ne connaissons pas. Et je le reviens, je le souligne. Aucune religion n'est violente. Aucune religion n'est violente. Quelqu'un l'a dit, mais il y a des interdits dans la religion. Et qui dit interdit dit sanction. Mais si vous prenez les sanctions, les interdits comme fait de violence, là vous vous trompez. Je ne connais pas pour les autres religions, mais pour l'islam que je connais le mieux. Il y a certains versets, pour comprendre très bien le Coran, il faudrait alors aller comprendre la manière dont le Coran a été conçu, la manière dont les versets sont arrivés. Parce qu'il y a certains versets qui prônent la violence, en tout cas, qui inspirent la violence, mais à un moment donné, il y a d'autres versets qui viennent pour annuler ce verset. Et donc, celui qui ne connaît pas, il tombe sur le premier verset, il va croire que c'est ça, il s'en accroche. Alors qu'il ne sait pas qu'il y a une évolution. Je ne connais pas très bien si c'est la même chose au niveau de la Bible. Donc, je vous en prie, si nous voulons être vraiment des scientifiques,
si nous voulons des intellectuels, des universitaires, il vaudrait mieux d'abord que nous cherchions à mieux connaître, parce que nous ne connaissons pas très bien nos religions qui nous entourent. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci pour votre fidélité à Ezaheu TV. Merci à vous, Carlos Kitomé. Nous allons passer au sport. À suivre également le débat dans un instant avec Marcel Roito, directeur de publication du quotidien en ligne 24 heures au Bénin. Mais avant, voici les sports. Larios Adjagbeno, bonjour. Bonjour Nadège. Alors, match retour entre la sélection nationale du Nigeria et l'équipe de la Ligue du Sud de handball ce week-end. Chers amis internautes, bonjour. Les handballeurs nigériens en stade de préparation à Cotonou depuis mardi dernier vont jouer leur second match test contre la sélection de la Ligue du Sud de handball demain samedi 13 janvier 2018 au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. À l'aller, les deux formations se sont quittées dos à dos, 29 buts partout. Alors, comment les entraîneurs comptent aborder cette manche retour? Ils se sont confiés à nos reporters. C'est toujours un match collectif, c'est un sport collectif. On ne sait jamais. Bon, on va voir si on va gagner. Je ne promets rien, d'accord? On vient, c'est pour jouer. L'aspect que l'équipe adverse présente, c'est par rapport à ça que nous allons jouer. Et je vous ai dit, moi, je ne peux pas être sur ce banc et jouer contre une équipe comme ça et faire une défense 6-0. C'est des gars qui sont des shooters, c'est des expérimentés. Leur objectif, c'est que la défense soit aussi... Leur entraîneur est venu me dire, mais pourquoi tu ne descends pas la défense pour que je puisse préparer mon équipe? Je dis non, tu vas à une Coupe d'Afrique, tu peux rencontrer une défense comme ça. On a sorti la défense, on a orienté les arrières à l'extérieur, les arrières à l'extérieur. D'accord? Donc pour le match de retour, on va continuer sur cette lancée-là. Mais ils vont s'attendre à cette défense. Mais nous allons travailler, on a encore 2 séances d'entraînement. On va faire du homme à homme, moitié terrain. On va les mettre en difficulté. Il faut les mettre en difficulté pour leur montrer que le peu de temps qui reste là, les petits les trucs à régler, ils vont régler ça. Restons toujours avec la sélection nigériane de handball. Menée à la mi-temps 13-15 il y a 3 jours, lors du premier match, voici le discours tenu par l'entraîneur aux joueurs à la pause. You see a man holding the ball, looking for a solution. Come on to him, get the ball. As you get the ball to him, you're getting the ball in position on screen. He runs out, you play the 1-2 pass, and you go. The same thing with the playmakers. But what concerns me most is the defense. The defense, were not they were passive. We go down, looking at the defense that they play people on attack. Like Solo said, we play 6-1 with the 2 points, their point pushing. The other 2 in the middle stay defensive. If the pivot is here, if the pivot shifts to the other side, these 2 stay defensive, and then we are aggressive on the guy. If he tries coming to shoot, stay on the shooting hand. Try to make it difficult for him for the ball to pass. That's like Jacob, you are standing passive, the guy was shooting the balls here. Let's try that, and then try to play quick. Try to pick the balls, short passes and go. People that are fast, let's try to go. Okay, but we must be together. It's better for the balls to be short in the wing than for the balls to be short in the middle. Don't give the pivot space. Okay, Philip. Don't give pivot space at all. Communication. We'll go back. Obina will start with Philip and Moji. Retour sur le plateau, l'agenda sportif du week-end et puis envolé, le comité exécutif de la Fédération béninoise va changer de tête d'ici demain. La Fédération béninoise de volleyball va renouveler son bureau exécutif. Ali Yaro, vice-président du bureau sortant, est le seul candidat à la présidence. Quant au président sortant, Didier Aklogan, il ne va pas briguer un autre mandat. En taekwondo, la fédération organise le championnat national ce samedi au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Terminons sport matin de ce jour avec l'actualité du football sur le continent africain. Le coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018 va être donné demain samedi au Maroc. Cette compétition est réservée aux footballeurs évoluant dans les championnats nationaux. Merci et agréable week-end à vous. Merci à vous, Larios Adjagbeno. Bon week-end sportif à vous. Vous nous reviendrez le lundi avec des éléments sportifs certainement pour agrémenter notre page des sports. Bon week-end. Merci. Nous recevons à présent Marcel Roito, directeur de publication du quotidien en ligne 24 heures au Bénin pour le débat sur Frimatin. Marcel Roito, bonjour.
Bonjour Nadège. J'ai indiqué que vous êtes le directeur de publication du quotidien en ligne 24 heures au Bénin, c'est bien ça? Bien sûr. Kader Achirou, bienvenue sur le débat. Nous parlons donc de cette paralysie annoncée par les quotidiens de l'administration publique en général. Dès la semaine prochaine, que se passe-t-il exactement au Bénin? Ce qui se passe, c'est ce que nous constatons tous. Quand ça commence, on sent une sorte de solidarité entre les différentes centrales où il faut se soutenir parce qu'on se dit, nous sommes arrivés à un moment où quand l'un commence et qu'on n'arrive pas à arrêter, ça risque de nous atteindre. Je veux parler du retrait du droit de grève. Et aujourd'hui, moi je me pose la question, où est-ce que ça va nous conduire? Parce que on a déjà vu par le passé la façon dont les conséquences de la paralysie de l'administration des différents secteurs administratifs au niveau du Bénin. Alors aujourd'hui, on a comme l'impression que tout le monde s'y met et on oublie carrément l'usager, le public de façon générale. On l'oublie et on ne se pose même pas de questions. Alors le drame, c'est que d'abord, la première conséquence, ça fait reculer le Bénin. Parce que, vous savez, chaque jour, quand il n'y a pas d'activité, vous savez combien ça fait perdre en matière, je veux parler économiquement. Mais les centrales ne veulent pas savoir ça, ils ont des revendications. Je me pose la question de savoir, est-ce que c'est comme ça se passe sous d'autres cieux? Est-ce qu'il n'y a pas d'amélioration à faire? Parce qu'aujourd'hui, il vaut mieux aller au dialogue, même si les dialogues n'aboutissent pas tout de suite, il vaut mieux continuer à dialoguer, à échanger, à chercher les voies et moyens pour faire en sorte que les gens puissent toujours avoir cette possibilité de revendiquer, mais revendiquer avec une certaine atténuation qui fait que cela ne paralyse pas l'administration, cela ne met pas en difficulté le public. Mais malheureusement, je me rends compte que nous ne nous retrouvons pas dans ce genre de dialogue au Bénin où aujourd'hui on se dit c'est nous ou rien. Est-ce que quand on va à la fonction publique aujourd'hui, est-ce que c'est d'abord son intérêt ou c'est l'intérêt de la nation? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Mais au même moment, il y a des Béninois qui travaillent mais qui ne sont pas dans la fonction publique. Est-ce qu'ils sont logés aux mêmes enseignes? Est-ce qu'ils ont aussi autant le droit de pouvoir revendiquer comme ça se fait? Parfois, moi j'appelle ça des revendications un peu sauvages. Quand nous voulons aller réclamer et on ne cherche même pas quels sont aujourd'hui les moyens de l'État. On se dit simplement que nos dirigeants ont des trains de vie, se donnent des trains de vie un peu élevés. C'est parce qu'il y a des moyens là-bas, il faut qu'on nous en donne. Ils ne sont pas tous logés au même enseigne, ce ne sont pas les mêmes rangs. Et je pense que même si on a des revendications à faire, il faut y aller avec modération et faire en sorte que le public ne soit pas pénalisé. J'ai suivi la dernière fois un grand médecin qui essayait de lister les difficultés qu'on a. Je prends par exemple le plateau technique du médecin qui est très très pauvre et qui est vraiment vide, misérable, s'il faut dire. Et je dis, voilà la situation qui se pose. Il n'y a pas de bouteille d'oxygène. On dit même dans certains hôpitaux, vous avez une seule bouteille d'oxygène. Et quand vous avez 2 patients qui sont en difficulté, vous êtes obligé de laisser un mourir et de pouvoir sauver l'autre. Alors, vous comprenez, ils sont déjà en difficulté. Maintenant, quand vous paralysez sur une durée indéterminée, est-ce que le seul que vous pouvez sauver, est-ce que vous le sauvez dans ce cas-là? Il faut voir les choses. Mais le gouvernement a les moyens d'arrêter très tôt cette grève. Il suffit simplement de discuter. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Au-delà des personnes qui grèvent, il y a également le gouvernement qui est de l'autre côté, qui peut également essayer de trouver le juste milieu. Il faut y aller au dialogue. Lorsqu'on a introduit cette loi, la loi a été votée, mais la loi n'est pas promulguée. Et il y a aussi la Cour constitutionnelle qui a son mot à dire. Mais en attendant qu'on en arrive là, est-ce que vous ne pouvez pas aller au dialogue, le temps de parvenir à convaincre? Et si les gens, à un moment donné, moi je pense que dans tout débat, il faut y aller avec un peu de concession. Mais quand vous restez, vous camponnez sur votre position et vous ne voulez pas changer, vous ne voulez pas changer. Alors que vous avez prêté serment dans certains cas? Moi je me demande, il y a un vrai problème. Et vous pouvez aller convaincre les gens, on va enlever. Il suffit d'arriver à leur montrer que nous voulons garder notre droit de grève. Mais nous pour des raisons, voilà pour telle raison. Mais nous pouvons aller de façon à ce que ce ne soit pas des grèves vraiment sauvages comme ça se fait là et qu'il y ait au moins un service minimum. Des grèves sauvages, oui, à un moment donné, mais quand les gens sont prêts à voir des gens mourir, alors que vous avez prêté serment pour sauver des gens, vous êtes en contradiction d'abord avec vous-même.
Est-ce que vous êtes venu d'abord pour vous servir ou pour servir la nation? C'est des questions qu'il faut se poser. À un moment donné, je ne leur jette pas des pieds, mais je leur demande eux-mêmes de prendre du recul et de voir aujourd'hui la situation telle que ça se pose. Kader Achiro. Je voudrais rebondir peut-être sur la fin de mon vis-à-vis pour dire que c'est vrai, les docteurs ou les médecins ont prêté serment, ils ont prêté serment de sauver des vies, mais ils n'ont pas fait vœu de pauvreté. S'il y a des revendications qu'ils sont en train de faire, qui ont trait à l'amélioration de leurs conditions de vie, parce qu'ils ont aussi des familles, ils ont aussi le droit de s'assumer une retraite aisée et paisible, je pense qu'il y a lieu de faire cette grève. Et je pense que cette grève a été instaurée dans le cadre de pouvoir faire un recours assez percutant pour pouvoir impacter les dirigeants actuels qui sont quand même assez sourds aux différents appels, aux différents coups de cœur qui se font entendre de façon récurrente dans l'administration publique. En ce qui concerne les travailleurs, je vais aller secteur par secteur. Quand on prend le secteur de la santé, ce qui frustre la plupart, pour parler même en général des syndicats, c'est que par le passé, tout ce qui est fait aujourd'hui avait été initié par le régime défunt. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui avaient marché aux côtés des syndicats, avaient motivé ces différents syndicats à aller contre cette volonté manifeste du régime défunt à vouloir supprimer à certains travailleurs le droit de grève dans l'intérêt général du pays. Et par le passé, ils avaient dit que c'était pas bien. Ils avaient trouvé des alibis aussi juridiques que politiques pour pouvoir empêcher cela. Et ils ont mis à contribution d'énormes moyens pour pouvoir motiver les syndicats, pour pouvoir motiver les différents acteurs et travailleurs. On sait comment ça se passe au pays, pour pouvoir les motiver, pour qu'ils puissent quand même empêcher cela. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas une réforme gouvernementale, mais c'était un projet de Boniaï. Aujourd'hui, maintenant qu'ils sont face aux enjeux, aujourd'hui qu'ils sont face quand même aux exigences du pouvoir, ils sont obligés de faire revenir cette loi à travers dans d'autres contextes, mais qui ne leur paraît pas aisé. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, même sur les réseaux, vous pouvez voir, les gens se demandent, mais comment on peut comprendre que Joseph Diogbenou, qui a marché pendant longtemps contre le retrait du droit de grève au personnel judiciaire, puisse être au cœur d'un gouvernement de surcroît, dans l'entourage serré des prises des décisions pour pouvoir accompagner quand même un retrait du droit de grève au personnel judiciaire. Pour les magistrats, ça pose un problème. Au niveau du secteur de la santé, on se demande comment dans un gouvernement où il y a Joseph Diogbenou qui est ordonné à la latin, qui soutiennent ce régime, comment il peut avoir ces personnes-là et que dans ce gouvernement, dans le passé, on avait voulu retirer également le droit de grève aux acteurs du secteur sanitaire et ils avaient marché, ils avaient dénoncé, ils ont fait le tour des radios et télévisions pour pouvoir aller contre cela et les syndicats ont applaudi et ont trouvé, et c'est de là même qu'ils ont puisé la légitimité de pouvoir donner et de pouvoir prôner cette alternance ou cette alternative, dont l'alternative citoyenne qui a engendré finalement la candidature du président Patrice Talon à l'époque. Aujourd'hui, on est là, c'est l'amertume, c'est la désolation, la consternation et les frustrations sont de part et d'autre parce que, au-delà de tout, au moment où il y avait eu cette acquaintance entre eux et les différents syndicats, il y avait eu des promesses qui ont été faites qui ne sont pas respectées aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, ça fait face et ça pose le problème et ça interpelle aux différents syndicats qui pensent que le politique qui pensent que le politique est là à leur côté pour le soutenir. Non. Le politique est là pour les intérêts du moment. Le politique est là pour les intérêts du moment. Et j'en finirai pour dire que ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est assez inquiétant et interpellant. Et si le régime ne baisse pas sa garde, parce qu'on a comme l'impression, à écouter même le gars des Sceaux hier, que le régime, à travers sa stratégie de réquisition, veut quand même essayer de faire fonctionner l'administration, quand bien même il y aura des mouvements de grève unanimes. Et je vais dire qu'à ce niveau, ils sont en train de vouloir mettre des agents en cible. Il y en a, parce que face à la masse, il y en aura même. Ne vous attendez pas ou ne soyez pas surpris de voir des agents aller tabasser ceux qui ont été réquisitionnés, parce qu'ils vont se dire, mais la cause qu'on défend, c'est une cause commune. Pourquoi vous acceptez de réquisitionner? Ça va faire un énorme bras de fer. Et je pense que le problème au niveau de cette loi, ce qui se pose également problème, c'est un problème de crédibilité au niveau de nos différents parlementaires aujourd'hui qui ont perdu leur crédibilité déjà par leur transhumance politique, ce qui est réellement fondamental, ce qui fait qu'on a comme l'impression qu'ils n'ont plus d'objectivité politique, ils n'ont plus de point de vue, ils sont là au Parlement, ils sont devenus comme des caisses de résonance, ils ne sont là que pour leurs intérêts nombriliques. Alors à cet effet, les syndicats, les populations estiment que dès qu'il y a un vote de loi, c'est sûrement peut-être parce qu'ils ont pris de l'argent, ou souvent parce qu'ils sont en phase avec le gouvernement pour ne pas être inquiétés, parce qu'ils ont des dossiers sales. Donc c'est à cet effet qu'ils votent des lois que d'aucuns qualifient des lois scélérates. Donc à ce niveau,
les sit-ins devant le Parlement, les fonds sociaux et autres sont quand même légitimes. Et j'en finirai là, je pense qu'il est quand même impératif pour le compétiteur né de pouvoir ne pas contribuer à cette compétition. De pouvoir continuer à compétir. Alors, Marcel Reto, les agents, on aura les centrales syndicales avec l'UNAMAB, les acteurs de la justice qui seront devant l'Assemblée nationale ce matin même, c'est annoncé pour ce matin, pour un sitting. Comment les choses se passeront du côté de l'Assemblée nationale d'après vous? Comme d'habitude. Je ne suis pas devin, mais on sait un peu comment ça se passe. Nous savons comment ça se passe. Ils iront, ils vont faire leur bruit, ils vont sortir, lire les différents discours, essayer de faire passer leur message pour dire qu'ils ne sont pas d'accord et que leur souhait, c'est que l'on retire ces lois. Maintenant, la procédure est enclenchée. Ils ont voté la loi, ce n'est plus à leur niveau. Maintenant, je ne maîtrise pas tous les textes au niveau de l'Assemblée. Est-ce qu'ils sont en mesure de remonter pour dire, voilà, nous l'avons voté et puis aujourd'hui, nous allons revenir sur notre décision? Je crois que ce n'est pas trop responsable. Alors, seule la Cour constitutionnelle peut départager. Et s'il y a un rôle à jouer, c'est qu'on essaie d'anticiper pour empêcher peut-être au niveau du chef de l'État la ratification, la promulgation de cette loi. Alors, moi je dis, avant d'en arriver là, j'ai écouté un peu l'explication de mon cher ami Cadet. Vous savez, les politiciens sont toujours dans leur rôle. Quand je vois Diogbenou marcher, quand je vois Diogbenou dans un premier temps, acteur de la société civile, qui marchait, ensuite qui a gentiment glissé un peu vers la politique avec son parti, qui à un moment donné est devenu carrément aujourd'hui acteur politique. Quelqu'un vous dira les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Quand on vous fait tout ça, vous savez, quand vous vous retrouvez dans une position, vous ne savez pas souvent ce qui se passe de l'autre. Et quand on n'est pas dedans, vous ne savez pas les difficultés qu'ils ont aujourd'hui en tant que politiciens à régler tous les problèmes. Ils sont face à une question sociale. Et la question sociale... Des questions sociales, parce qu'il y en a plusieurs. Oui, il y en a. C'est carrément des questions sociales qui viennent de toutes parts. Au même moment. Et ça leur tombe dessus. Et on ne peut pas se mettre à dire qu'on veut régler tout ça en un bloc. On va toujours faire des frustrés. Je me pose la question, dans les pays où aujourd'hui, il n'y a plus de droit de grève, ce n'est pas qu'on le leur a enlevé, mais il y a carrément des générations qui ne savent plus ce qu'on appelle grève. Comment ça se passe? Est-ce que c'est parce qu'ils vivent mieux? Non. Mais c'est parce que d'abord, on se dit, c'est ça qui me préoccupe. On se dit d'abord l'intérêt de la nation et après notre intérêt. Mais si vous y allez et que vous voulez montrer aux autres que vous vous servez et que vous oubliez les autres, la première chose à faire, c'est d'abord de commencer par donner l'exemple. Mais quand vous passez tout votre temps, je me pose la question, il n'y a pas cette année au Bénin, sur les 10 dernières années, où vous n'allez pas passer un mois sans qu'il y ait grève. Donnez-moi l'exemple. Mais pratiquement dans tous les secteurs, c'est comme ça. Mais cela veut dire que c'est d'abord leur intérêt personnel qui passe devant. Non, à un moment donné, moi je dis, le dialogue est ce qu'il y a de... Et vous devez tout faire pour que le dialogue... Même quand le dialogue n'aboutit pas tout de suite, il faut insister, il faut toujours trouver les voies et moyens et aller aux concessions. J'ai comme l'impression que les centrales, quand ils y vont, tout de suite, ils essaient de lister tout ce qu'ils ont comme besoin et on doit tout satisfaire au même moment. On ne peut pas y aller comme ça. Nous savons que nous sommes dans un pays en difficulté. Même si nos dirigeants, au plus haut niveau, se donnent tellement de moyens qu'on se dise que mais ceux-là se servent et ils oublient nous qui sommes en train de nous sacrifier. Vous devez réclamer, mais réclamer avec une certaine mesure parce que c'est le bas peuple qui en souffre. C'est là mon problème, parce que moi je fais partie de ce bas peuple-là. Kader Achirou, allez-y, on va conclure le débat juste après votre intervention. Je dirais que actuellement, c'est vrai, les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle. On a fait l'Assemblée ce matin. Vers la Cour constitutionnelle pour la délibération, en fait, pour la promulgation. On a retiré le droit de grève. Je dis que ce gouvernement est assez rusé. Rusé parce que pour pouvoir créer la police républicaine, par exemple, on a retiré le droit de grève aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers et autres, pour pouvoir créer cette police pour ne pas qu'ils puissent manifester quand même leur mécontentement. D'autres stratégies derrière qui viennent? Il y a plusieurs stratégies. Je m'en vais et que je vais expliquer tantôt. Au niveau
des centrales conférences syndicales, le port aujourd'hui qui vient géré par un mandataire, c'est ça la source de la polémique aujourd'hui au niveau de la CSTB qui avait refusé déjà dès le départ de signer cette charte pour le dialogue social parce qu'il n'y avait pas comme des indices prometteurs. Je pense que la situation est assez préoccupante. Par le passé, il y avait ce qu'on appelait la télécommande de Paris avec le président Talon et Adrien Oumbédi l'a même dit publiquement dans ce pays. Aujourd'hui, cette opposition qui peine à se construire parce qu'elle peine à avoir un repère, parce que ceux qui ont en charge de pouvoir peut-être assumer cette opposition n'ont plus confiance en ces différents acteurs politiques, n'ont plus confiance en ces différents acteurs de la société civile et autres. Alors du coup, ils ne fonctionnent que de leur propre volonté. Et quand ils fonctionnent de leur propre volonté, c'est une preuve incontestable que ce qui est défendu, ce qui est revendiqué, c'est une cause noble pour l'intérêt non seulement des travailleurs, mais également pour l'intérêt des populations. Il ne sert à rien d'avoir un médecin dont le moral est cassé et pouvoir dire qu'il veut sauver une vie. Dès qu'il est là et qu'il sait qu'il y a lui aussi son enfant peut-être dans un autre hôpital, qu'il y a son épouse également dans une clinique, est-ce qu'il aura le moral assez constant pour pouvoir sauver cette vie? Il ne sert à rien également pour un magistrat qui n'a pas de bonnes conditions de pouvoir venir dire le droit en toute autonomie et de ne pas chercher à avoir peut-être des effets de corruption. Il ne sert également à rien au niveau de la plateforme portuaire de pouvoir avoir une gestion avec un mandataire si cette gestion va impliquer des sacrifices au niveau des emplois, au niveau des différentes conjonctures qui entourent. Alors à ce niveau, il est quand même légitime que les travailleurs puissent dire non, on ne veut pas cela, non, on ne veut pas. Et il est impératif parce que les secrétaires généraux l'ont dit. Quand on demande à rencontrer le chef de l'État, quand on demande à rencontrer, le chef de l'État vient et il se transforme en un père. C'est vrai, le père de la nation, mais il ne vient pas comme s'il s'agissait d'une négociation, mais s'il s'agissait d'un dictat à imposer. Et c'est là où je dis... je dis que c'est là où les gens confondent entre la gestion d'un pays et la gestion d'une entreprise ou d'une entité. Parce que quand je vois de près ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, je pense que c'est des gens qui ont appris à mettre en œuvre des politiques peut-être opaques pour pouvoir avoir des ristournes et automatiquement ils se retournent à l'époque dans l'Hexagone pour avoir ces retours. Aujourd'hui, ils sont face à l'épreuve du pouvoir, ils sont face à la fronde sociale qu'eux-mêmes ils ont habitué les uns les autres, parce que c'est eux qui ont donné cette habitude aux différents syndicats à aller en grève de façon tous azimuts dès qu'il y a un petit moyen de revendication. Néanmoins, je vais quand même essayer un peu d'appuyer ce qu'a dit mon vis-à-vis quand il dit qu'il ne faut pas quand même que pour un rien du tout, on aille à grève. Il ne faut pas quand même que le gouvernement ne peut pas quand même satisfaire toutes les revendications au même moment et au même endroit. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'au niveau du dialogue, au niveau du consensus, il n'y a jamais de consensus. Quand le gouvernement vient, parfois on a vu des ministres d'abord, ils ne viennent pas d'abord à l'heure au niveau des rencontres, au niveau des rencontres syndicales, c'est d'abord une preuve qu'on n'a pas de grande considération pour ceux qui sont invités pour l'assise, et ils viennent d'abord et ils veulent mener le jeu. Certes, ils sont ministres, mais il faut que ça se passe dans une démarche participative et inclusive, et il n'y a que comme cela qu'on puisse essayer d'avoir quelqu'un, parce qu'il s'agit de négociation, il ne s'agit pas d'imposer quelque chose aux travailleurs. Merci à vous, Kader Achiro. Marcel Koueto, merci à vous. Vous avez quelque chose à dire rapidement? Non, je dirais quand même qu'au-delà de tout ce qui se passe, que nous essayons de voir ça avec beaucoup plus de perspicacité, comme on le dit, de clairvoyance, si vous voulez, mais que nous gardons à vue que l'intérêt de la population béninoise est ce qu'il y a de plus important à défendre. Merci à vous, belle conclusion. Vous êtes le directeur de publication du quotidien en ligne 24 heures au Bénin. Vous répondez au nom de Marcel Koueto. Vous étiez là pour le débat. Merci à vous. C'est la fin de Frais Matin. Très bon week-end à tous et à toutes. Restez fidèles à nos programmes sur Zawi TV. Au revoir.